Salut à toi et bienvenue dans le podcast Libre de toujours voyager. Profite tant que tu n'as pas d'enfant. C'est sûrement une des phrases que j'entends le plus lorsqu'on découvre ma façon de vivre de nomade digital. Mais je ne suis pas du genre à me poser des barrières et encore moins à accepter celles des autres. Valérie, que j'interviewe aujourd'hui, n'est pas de ce genre-là non plus puisqu'elle a suivi son envie de devenir nomade digital avec toute sa tribu. Elle ne voyage pas seule comme la majorité des nomades digitaux, mais avec son mari et ses 3 enfants. C'est justement les thèmes de ce podcast. En l'écoutant, tu vas découvrir ce qu'est le quotidien d'une famille nomade au jour le jour. On parle aussi d'éducation, d'organisation, de comment les enfants et le couple s'adaptent à cette nouvelle vie et quels sont les avantages et les inconvénients d'une vie de nomade en famille. Au final, tu verras que ce n'est peut-être pas si différent d'une vie plus traditionnelle du podcast. Merci à Valérie pour son temps et son partage et merci à toi qui écoutes ce podcast et qui me motive à continuer ces interviews. Pense d'ailleurs à t'abonner pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes et à noter et commenter le podcast si tu l'écoutes sur des plateformes comme iTunes ou YouTube. Ça m'aidera beaucoup pour gagner de la visibilité et faire connaître l'univers des nomades digitaux. Sur ce, je ne t'embête pas plus longtemps et laisse place à notre entretien avec Valérie. Salut Valérie, merci beaucoup de participer à ce podcast et d'avoir surtout accepté mon invitation. Salut, merci à toi de m'avoir invité. Je suis très content de t'avoir parce que c'est une question qu'on me pose souvent, on me dit souvent profite maintenant avant d'avoir des enfants. Après, ça sera fini, tu pourras plus voyager, tu pourras plus bouger, tu pourras plus vivre comme tu le fais actuellement. Et moi, je pense surtout que c'est plus une question d'organisation, même si à mon avis c'est pas évident. C'est surtout une question d'organisation, mais je me vois pas plus. À mon avis, c'est pas évident. C'est surtout une question d'organisation, mais je me vois pas plus. Travailler en bureau de 8h à 17h avec des enfants non plus. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es en quelques mots? Alors donc je suis nomade digital depuis bientôt 2 ans. Sauf que ma particularité, c'est que mon mari m'a suivi et nos 3 enfants aussi, bien sûr. On les a pas laissés. Donc ça a été tout un cheminement, en effet. Puisque nos enfants ont aujourd'hui 4 ans, 11 ans et 16 ans. Donc, c'était pas évident puisque les 2 grandes étaient déjà à l'école et nous étions sédentaires pendant plus de 10 ans. Et donc, nous avons tout quitté. Il y a presque 2 ans, nous avons vendu la maison, les meubles, tous nos biens matériels pour partir sur les routes. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez comme job avec ton mari avant d'être nomades digitaux? Alors, mon mari, aujourd'hui, ne travaille pas du tout sur Internet. Pour l'instant, il s'occupe surtout de m'aider dans l'organisation et la gestion du plus jeune. Donc, lui, il était maçon, donc il travaillait dans le bâtiment, il était chef d'équipe. Et moi, je travaillais auparavant dans le milieu de la petite enfance. Donc, pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le milieu de la petite enfance, donc rien à voir non plus avec Internet. Et puis, un jour, j'ai eu un souci de santé qui m'a clouée à la maison pendant presque une année. Et donc, comme je m'ennuyais, j'allais souvent sur Internet. J'ai commencé à m'occuper, à lire pas mal de blogs et j'ai découvert le métier de rédactrice web. Et à partir de là, ça a été une révélation. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'ai toujours aimé écrire, pourquoi pas me former et me lancer là-dedans. Donc, pendant le temps où j'ai été coincée à la maison, en fait, je me suis lancée, je me suis formée en autodidacte. Et donc, avant de partir, j'avais déjà commencé. Et donc, avant de partir, j'avais déjà commencé mon entreprise. J'avais créé mon auto-entreprise et j'avais commencé ce métier de rédactrice web freelance. Donc, tu as découvert ce métier et comment tu as découvert un peu le monde du nomadisme digital? Alors, presque en même temps, en fait. Donc j'ai commencé à travailler. Ça a mis du temps, pour que je puisse faire mes premiers revenus. Mais de plus en plus, j'ai eu pas mal de clients. Et dans le même temps, j'ai découvert qu'il y avait des jeunes. Alors, c'était souvent des jeunes célibataires qui travaillaient sur Internet et qui vivaient à l'autre bout du monde. On a toujours aimé voyager avec mon mari. On faisait d'ailleurs beaucoup d'échanges de maisons auparavant. Et l'idée est venue petit à petit. Et dans le même temps, j'ai découvert qu'il y avait en fait quelques familles. Il y en a, pas beaucoup, mais quelques familles. Donc, je suis entrée en contact avec elles. Je leur ai beaucoup posé de questions. Et c'est lors d'un échange de maison au Danemark, d'ailleurs, où on était resté 3 semaines,
que le déclic s'est fait et on s'est dit voilà, au retour, on vend tout et on part. On quitte tout. Ça a pas, Voilà. ça a pas été trop dur un petit peu avec ton entourage? Euh, Ça va, ça va. On a d'abord bien peaufiné déjà entre nous. Le plus dur, c'était vis-à-vis des enfants, en fait. Mon fils était petit, il avait même pas 2 ans, donc bon, on s'est dit pour lui, ça va quand ils sont tout petits, ils suivent, c'est le plus important. Mais les filles étaient à l'école tous les jours. La plus jeune s'y plaisait beaucoup. D'ailleurs, elle avait une petite école de village, donc elle avait ses copains, copines. Voilà, on avait aussi de la famille pas loin. Donc c'est vrai que on appréhendait plus la réaction. Elle avait ses copains, copines. Voilà, on avait aussi de la famille pas loin. Donc c'est vrai que on appréhendait plus la réaction des enfants. Et finalement, en discutant, voilà, finalement, alors la grande s'est lancée à fond dans le projet. La cadette un petit peu moins au début. C'est vrai qu'elle avait pas mal de craintes. Mais aujourd'hui, ils se sont vite adaptés en fait. Et D'accord. la famille, le reste de la famille, la plupart de nos familles déjà vivaient assez loin de nous, donc ils avaient déjà l'habitude de pas trop nous voir souvent. Et, euh, et bon, à part quelques appréhensions, puisque là j'ai quand même quitté, j'étais fonctionnaire titulaire, donc j'ai quand même quitté aussi mon poste. Donc il y a eu voilà une appréhension, mais voilà aujourd'hui, je pense qu'ils sont rassurés. D'accord, super alors. Donc ça fait 2 ans que vous voyagez. Qu'est-ce que vous avez traversé comme pays jusqu'à maintenant? Puis on est parti pas trop loin de la France, hein. On a commencé par l'Italie, puis on est parti en Espagne, au Portugal. On a fait un tour en Tunisie, puisque mon mari est d'origine tunisienne, donc on est allé voir un peu sa famille. Puis ensuite, on est revenu en France aussi, revoir ma famille, parce qu'on allait se lancer. On savait qu'on allait partir pour plusieurs mois en Asie. Et donc là, ça fait 5 mois, bientôt 6, que nous sommes en Asie. D'accord. Et en Asie, vous avez fait quoi comme pays? Alors en Asie, on a commencé par 3 mois en Malaisie. Ensuite, Ouais. on est parti un mois en Thaïlande. Et là, on est revenu en Malaisie, en fait. D'accord. Voilà, parce que la Malaisie, on a un gros coup de cœur, en fait, pour ce pays. Et puis, c'est un pays voilà, facile à vivre parce qu'il parle très bien anglais. Euh, voilà, c'est beaucoup plus facile pour y vivre, en fait, avec des enfants surtout. Et le prochain pays, c'est quoi? Alors, le prochain pays, ça sera la Thaïlande. On retourne un mois, voilà, pour mieux creuser. Mais cette fois, on va aller dans le pays. Avec nous, ça peut toujours changer au dernier moment. Donc, Ouais. voilà. Je sais ce que c'est, ouais. Et, enfin, pour le coup, moi, cette année, j'ai un petit peu réservé à l'avance et je pars 3 mois c'est en fin d'année en Thaïlande, donc je te demanderai quelques conseils. Je Pas vais de souci. essayer de aussi vagabonder un petit peu en Thaïlande. Alors aujourd'hui, à quoi ressemble un peu une journée type dans ta famille? Alors, ben, finalement, c'est un peu routinier, je vais dire. Euh, Finalement, il n'y a que l'environnement qui change parce on essaie de garder un rythme assez régulier, surtout pour les enfants. Donc, en général, je me lève assez tôt, de façon naturelle. Je mets plus de réveil comme avant. Donc, je me lève assez tôt, je commence à travailler. Puis, vers 10h, 10h30, je commence l'instruction de mes deux plus jeunes. Donc, mon mari m'aide aussi, s'occupe pas mal du petit pendant ce temps. Ma grande de 16 ans se gère toute seule. Voilà, elle est inscrite au CNED cette année. Donc, elle fait des cours par correspondance sur Internet. Et donc, toute seule, voilà, sur son ordinateur dans sa chambre. Pour la cadette, je l'instruis moi-même avec des livres, beaucoup de livres et quelques sites Internet aussi, parce que on trouve pas mal de choses. Voilà, il y a pas mal d'enseignants qui tiennent des blogs où on peut trouver des conseils. Voilà, le midi, on mange tous ensemble. En général, depuis qu'on est en Asie, on cuisine pas trop parce que la vie est vraiment pas chère et Ouais. on trouve de tout partout. Et c'est très bon. Et puis là, voilà, et c'est très bon en plus. Et là, l'après-midi, le plus jeune fait encore la sieste. Pendant ce temps, des fois, je travaille un peu si selon les besoins du jour. Euh, voilà, je m'occupe aussi de ma cadette. Et après, vers 4-5 heures, on sort tous ensemble, voilà, se promener, visiter un musée, les amener, voilà, on visiter un musée, les amener, voilà, on fait pas des grosses visites non plus tous les jours parce qu'on a un budget quand même assez limité.
Mais ça peut être, voilà, se balader dans le quartier. Là, en ce moment, on est à côté d'une plage, donc c'est la plage presque tous les après-midi. Euh, ou la piscine si on est dans un condo, parce qu'en Asie, il y a pas mal de condos avec la piscine, donc les enfants adorent ça. Et voilà. Et après, le mercredi ou le samedi, on fait souvent une visite à la journée, une grosse visite un peu plus loin. Mais D'accord. ça reste assez, voilà, c'est le travail et l'école qui rythment nos journées finalement. Pas l'école à la maison. Ouais. Et est-ce que vous prenez 2 jours, une sorte de week-end chaque semaine ou dans ta semaine, comment tu t'organises? Est-ce que moi par exemple, je travaille encore quasiment tous les jours, mais il y a des jours où je vais travailler énormément et des jours où je vais travailler le minimum 1 heure ou 2 heures. Comment tu rythmes un peu toi aussi tes semaines? Oui, c'est un peu comme ça en fait. Ça dépend. Comme je tiens aussi un blog, mais un blog pour le plaisir. Hein, parce que, ouais, il est pas du... Semaine. Oui, c'est un peu comme ça en fait. Ça dépend. Comme je tiens aussi un blog, mais un blog pour le plaisir. Hein, parce que, ouais, il n'est pas du tout monétisé. Mais j'aime bien m'en occuper. Donc, en fait, je travaille un peu tous les jours quand même. Mais effectivement, en général, le mercredi matin et le week-end, je ne fais pas l'instruction aux enfants. Donc, ils sont libres, bon, ils lisent, ils apprennent déjà d'eux-mêmes, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que ces matinées-là, je travaille un peu plus. Et au tout début, quand on est parti, on suivait finalement un rythme assez sédentaire. On se prenait le week-end, samedi, dimanche. On mettait le réveil aussi. On levait les enfants en mettant le réveil. Et je vois maintenant, au bout de presque 2 ans, on s'est beaucoup assoupli et on ne prend pas forcément le week-end. En fait, ça peut être le mercredi, on part toute une journée. Ça peut être le samedi. Je peux très bien travailler le dimanche ou les jours fériés. Voilà, on n'est plus du tout. Voilà, on n'est plus dans un calendrier Ouais. comme avant. D'accord. Tes enfants, comment ils vivent maintenant? Alors, le fait de plus être en France, d'avoir des nouvelles langues, de découvrir de nouvelles cultures, comment ils s'ouvrent un petit peu à ce nouveau monde? Alors, comme ils sont d'âge très variés, euh, ça dépend. Le plus jeune est finalement celui qui s'est le plus adapté tout de suite. Quand on est parti, il ne parlait pas très bien français encore parce il avait à peine 2 ans. Et du coup, ça l'a perturbé dans l'apprentissage de la langue parce que, par contre, c'était une vraie éponge. Hein. On est arrivé en Italie, il parlait quelques mots d'italien tout de suite. Voilà, à chaque changement de pays, en fait, il apprend facilement. On lui apprend pas, mais voilà, à force d'entendre et de répéter. Donc, au début, il se mélangeait pas mal entre toutes les langues, donc c'était un peu incompréhensible. Mais je me dis que voilà, plus tard, il aura déjà l'oreille pour les langues. Aujourd'hui, il a fait de gros progrès, et, euh, et lui, voilà, il s'est très très vite adapté. Là, ça fait exceptionnellement, ça fait 2 mois que nous sommes dans le même appartement. En général, on reste un mois dans chaque maison. Et là, au bout de 2 mois, il commence à nous dire, mais au fait, c'est quand qu'on change de maison. Ah oui. Mais c'est vraiment, pour lui, c'est étrange qu'on reste aussi longtemps. Après, les deux grandes sont une au début de l'adolescence et l'autre en pleine adolescence. Donc là, ça commence à devenir un peu plus difficile parce que là, c'est le manque de copains surtout, d'avoir Ouais. des amis de leur âge. En plus, c'est pas un âge où on va facilement vers les autres déjà. Donc en plus, dans une langue différente, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on sent que depuis quelque temps, voilà, ça commence à leur manquer. D'accord. Donc on va sûrement adapter ensuite notre façon de vivre. On va voir. D'accord. Oui, c'est intéressant vraiment de voir cette différence entre les âges. Euh, Oui. que beaucoup pensent qu'il faut pas partir justement avec des jeunes enfants, alors que c'est peut-être le meilleur moment au final. Moi, je vois, là, j'étais au Panama pendant 3 semaines avec des amis qui sont partis avec leurs 2 petites filles. Et c'est impressionnant, quoi. En 6 mois, elles ont 8 ans et 5 ans, 4 ans en grande section. Elles ont plus de vocabulaire que moi en espagnol en 6 mois, quoi. C'est impressionnant parce qu'elles ont Ah oui. une dame sur place qui parle espagnol qui s'occupe un petit peu d'elle au quotidien. Et c'est impressionnant comment elles sont ouvertes à l'apprentissage de la langue, à la culture. J'étais vraiment très, très, très étonné, ouais. Que le fait, Ah oui, vraiment, oui. les petits-enfants, c'est vraiment des éponges et c'est le meilleur moment pour leur faire découvrir le monde, quoi, au final. Ah, tout à fait. Je pense que plus ils sont petits, justement, plus c'est facile à gérer pour nous, les parents. Et ils apprennent beaucoup plus facilement. Oui, tout à fait. Après, là, c'est vrai que dans l'adolescence, ça devient un petit peu plus facilement. Oui, tout à fait. Après, là, c'est vrai que dans l'adolescence, ça devient un petit peu plus compliqué, mais pour l'instant, voilà, elles apprécient quand même.
elles apprécient quand même de visiter. Là, elles sont pressées de repartir. Donc voilà, je me dis pour l'instant, elles aiment quand même. Mais voilà, on pense, nous on s'était dit de toute façon, si on voit un jour qu'il y en a un qui supporte pas trop ce mode de vie, qu'on voilà, on ferait tout pour que ça se passe bien, quitte à rester un peu plus longtemps dans un endroit. Ouais. Et justement, selon toi, à partir de quel âge on peut vivre cette vie de nomade? Est-ce qu'avec un nouveau-né, c'est possible ou il faut attendre un petit peu quand même? Eh bien, écoute, nous, on connaît des familles nomades qui ont eu un bébé en cours de route. Donc, il y en a qui ont des bébés en cours de route. Ça, voilà, il n'y a pas de souci. Je pense que, justement, un bébé, c'est beaucoup plus simple à gérer au niveau de tout ça, de l'instruction. Voilà, il n'y a pas d'instruction à donner, en tout cas, les premières années. Même si je travaille, il peut venir me faire un câlin à tout moment. Voilà, il vient me voir. Alors qu'à l'époque, lorsque je travaillais déjà, quand je travaillais en France, pardon, mes filles partaient à la garderie le matin ou chez la nounou quand elles étaient bébés. Je les retrouvais que le soir. Donc finalement, il y a aussi cet avantage-là, c'est qu'on est beaucoup plus présent pour les enfants et même eux nous voient beaucoup plus souvent et peuvent en profiter. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et par contre, quand tu travailles, comment tu t'organises? Parce que justement, avec la personne avec qui j'étais au Panama, quand on travaillait un petit peu sur place, les filles, elles sont toujours à jouer dans la pièce, elles viennent nous demander des choses, nous faire des dessins. Et lui, il a réussi à travailler comme ça pendant 2 ans en étant plutôt productif parce qu'il réussit quand même bien, mais il s'est quand même pris un bureau. Bon, pour le coup, il voyage pas autant. Il s'est pris un bureau à côté en fait, dans un espace de coworking. Comment t'arrives à gérer un peu tes plages de travail avec tes enfants, tes plages de travail avec tes enfants autour de toi? C'est difficile, justement. C'est ça un petit peu, voilà, c'est le plus difficile parce que ils sont très demandeurs. Bon, j'ai la chance d'avoir mon mari qui ne travaille pas, donc souvent le matin il sort mon fils, il l'amène à la piscine ou se balader. Voilà, parce que c'est surtout lui qui est demandeur, mon petit. Les filles, moi, elles sont grandes maintenant, donc elles comprennent. Voilà, quand je suis sur l'ordinateur, elles savent que. Mais bon, ça n'empêche pas que j'entends les disputes à côté, que voilà, qu'ils viennent me demander 50 choses dans la journée. Je dirais que c'est une adaptation en fait. On s'y fait, on s'y fait. J'essaie de travailler le soir aussi quand ils sont couchés. Euh, voilà, ma journée est un petit peu hachurée en fait par rapport à avant parce que j'avais commencé quand ils étaient à l'école. C'est vrai que je suivais le rythme de l'école. Je travaillais un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu le soir. C'est pour ça que bon, c'est un petit peu tous les jours, mais bon, je m'en sors comme ça et pour l'instant, ça va. D'accord, c'est surtout toi qui t'adaptes à leur rythme au final. Voilà, c'est ça. J'aimerais revenir un petit peu sur la vie des enfants. C'est une question qu'on m'a posée. Comment ils peuvent gérer un petit peu les activités? Je sais pas s'ils faisaient des activités déjà quand vous étiez en France, par exemple de la musique, du sport. Est-ce que c'est des choses qu'ils arrivent à faire encore en étant des nomades digitaux? Alors, on essaye de trouver voilà, des activités variées. Forcément, ça va pas être la même activité pendant toute l'année parce que pour l'instant, on bouge beaucoup. Ma cadette faisait du foot, donc elle a arrêté. Mais les derniers temps, ça l'a passionnée moins, donc bon, c'était pas voilà. Euh, donc c'est vrai que là, le foot, elle a pas repris du tout. Euh, mais voilà, on essaie de leur proposer pas mal de choses. Souvent, on va avoir des musées, on va avoir des musées des sciences. Ça, ils adorent. Dans chaque grande ville où on passe, on essaie de les amener au musée des sciences pour voilà, pour qu'ils puissent toucher à tout. On fait pas mal donc de musées, musée de la musique, on avait fait en Espagne. Donc voilà, il y avait un petit éveil musical aussi pour les petits. On aime bien aussi aller, alors quand on est dans des grandes villes, aux alliances françaises, parce qu'ils ont toujours une petite bibliothèque, donc voilà, ils en profitent pour aller lire, rencontrer du monde. Mais c'est vrai qu'au niveau des activités, on peut trouver plus facilement dans les grandes villes en fait des festivals, des activités qui vont durer une journée en fait, quelques heures. D'accord. Donc on peut, mais voilà, c'est pas régulier. D'accord. Et donc l'apprentissage, la plus grande est au CNED. À partir de quel âge on peut commencer les cours avec le CNED? Il me semble que c'est à partir du CP, donc de 6 ans. Euh, Commencer les cours avec le CNED? il me semble que c'est à partir du CP, donc de 6 ans.
D'accord. Bon, après, c'est pas évident parce que faut quand même qu'ils se gèrent. Enfin, les cours sont assez lourds quand même. Ouais. Et je sais pas, elle c'est que des cours en ligne. En fait, elle a tous les cours sur Internet, donc on n'a pas ramené tous les cahiers avec nous. Mais pour la primaire, je sais pas. Je crois qu'il y a les cahiers, donc c'est vrai que c'est moins évident. Ouais, c'est beaucoup d'écriture, faire des lignes, des calculs. C'est très formel, oui. Ouais, Ouais. ouais. Et toi, comment tu sais un petit peu, tu suis les programmes justement pour les enfants? Tu me disais que c'était avec des livres et des blogs. Est-ce que justement sur ces blogs, ils ont des programmes par année? Tu sais un petit peu à la fin de l'année ce qu'ils doivent apprendre en quelque sorte? Alors la première année, on était beaucoup plus carré en fait. On était très formel justement avec Inès, notre cadette. Euh, mais là, on s'est beaucoup relâché en fait, parce on suit pas mal de familles qui sont en instruction en famille, pas forcément nomades, mais qui font l'instruction en famille en France. Et on s'est rendu compte qu'en fait, si on suivait leur passion, si on suivait leur rythme à eux, ça avançait beaucoup mieux. Donc, pour la cadette cette année, oui, j'ai pris un livre de maths, un livre de français. Donc, je lui fais maths et français tous les matins. Et pour le reste, on apprend un petit peu comme ça, au fur et à mesure. La géographie, ben, c'est pas forcément la géographie de la France, elle apprend la géographie aussi de la Malaisie en ce moment. Voilà, l'histoire, j'essaie de suivre un petit programme aussi dans l'ordre. J'utilise pas mal de sites comme, je sais pas si je peux donner des noms. Oui, vas-y, Mais vas-y, bon, il y a des, ouais, au contraire. Hein, ok. Il y a le site Cartable, le site Wiloki, Afterclass. Qu'est-ce qu'on utilise encore? Il y en a pas mal. On est sur Pop Éducation aussi, mais ça, c'est avec son livre de français. Donc, elle fait pas mal d'exercices en ligne. Et pas mal de quiz aussi. Alors, je lui avais pris aussi, ça fait comment? Bon, elle a un petit logiciel en fait où elle peut avancer dans maths et en français, mais sous forme de jeu, toujours voilà, apprendre en s'amusant en fait. Donc là maintenant, c'est de faire ça le plus possible avec elle pour avancer. Ça lui plaît beaucoup mieux. Elle aime pas du tout le formel. Et puis c'est pas évident aussi en tant que parent d'enseigner à son enfant, voilà parce que ben, ils nous répondent un peu plus. Ils ont un peu plus de cran. Ils ont moins peur de nous que par rapport à un professeur. Donc la première année, il y avait beaucoup de prises de tête, beaucoup de clash. Donc voilà, je me suis assouplie. Cette année, ça se passe beaucoup mieux. ouais, je pense qu'il faut vraiment trouver la meilleure façon pour l'enfant d'apprendre. Il y a des enfants qui sont très bons pour apprendre par cœur et réciter, des enfants qui ont besoin plus de jouer. On a chacun, moi je me souviens quand j'apprenais mes tables de multiplication à l'époque avec ma mère, j'ai passé des après-midi à essayer d'apprendre mes tables de multiplication et j'aimais pas. Et c'est quelque chose qui m'a bloqué. C'est resté, t'as eu un mauvais souvenir. Je pense on a tous nos façons d'apprendre. C'est quelque chose que je parle aussi beaucoup sur mon compte Instagram de l'éducation. Finalement, il y a pas souvent une corrélation. Enfin, je sais pas trop comment comment lire sans taper sur l'éducation nationale parce que ça fonctionne très bien pour certains enfants. Mais moi, j'ai un petit peu de mal avec ce système scolaire justement. On est tous dans des classes, on fait tous la même chose, on nous donne des notes. Je pense que chaque enfant vraiment a besoin de son type d'éducation spéciale et c'est quelque chose qui est vraiment bien je pense dans ce système d'école à la maison en fait. Quand tu as vraiment des parents qui peuvent prendre du temps pour toi, je pense qu'ils peuvent même aller plus vite, apprendre mieux, je pense. Oui, oui, on va beaucoup plus vite. Et puis là, maintenant, je suis vraiment leur centre d'intérêt. Après, voilà, comme tu dis, ça dépend des caractères des enfants. Là, je vois ma grande, elle a toujours été très douée à l'école. Elle est très scolaire, elle aime ça. Donc, c'est vrai que je la laisse gérer complètement ses cours du CNET. Mais l'année prochaine, elle veut faire aussi un petit peu autrement. Elle veut commencer à apprendre en fait elle veut faire aussi un petit peu autrement. Elle veut commencer à apprendre en fait son futur métier parce qu'elle veut devenir graphiste illustratrice. D'accord. Donc je lui ai dit, eh ben écoute, ok, si tu fais tes cours le matin, il n'y a pas de souci. L'après-midi, je vais lui prendre des cours en ligne de dessin et voilà. Donc l'année prochaine, elle rentre en première. Enfin, elle aura le niveau première et elle va commencer à apprendre en fait son futur métier déjà. Donc on est beaucoup plus libre et justement de leur apprendre des choses qu'ils aiment, ils avancent beaucoup plus vite aussi. Comme tu parlais des tables, des tables de multiplication, ma cadette qui n'est pas du tout scolaire non plus, qui n'aime pas apprendre du par cœur, eh bien j'ai réussi à trouver des jeux à imprimer. Donc en fait, je lui apprends les tables de multiplication en jouant au jeu de loi. Et à force de jouer, elle a fini par les retenir sans s'en rendre compte en fait.
Et voilà, c'est ça qui est chouette. Il faut tout le temps trouver des astuces voilà, pour leur apprendre sans vraiment que ça soit trop lourd et de façon à... C'est ça, ce que malheureusement un professeur ne peut pas faire quand il s'occupe d'une classe de 30 élèves. Le pauvre, moi, enfin, le métier que je pourrais jamais faire dans ma vie, c'est professeur. Tu mets ouais, 3 enfants dans les jambes, je suis perdu, donc avec une classe de 30. Et c'est vraiment super le fait que ta fille, donc, elle va rentrer en première. Première, c'est quoi? Ça va être autour de 16 ans, non? Voilà, elle a eu 16 ans, là. 16 ans, Elle a eu ouais. 16 ans, qu'elle aura 16 ans et demi. Et ouais, avec les cours en ligne sur enfin, des sites comme Udemy ou n'importe quoi, tu peux vraiment apprendre déjà des compétences qu'elle pourra monétiser plus tard. Et ça, c'est vraiment, alors que elle aura dû passer son bac et derrière le bac, peut-être faire une classe prépa ou quelque chose avant d'aller s'orienter vers vraiment le graphisme. Alors que là, en première, voilà, elle aura 18 ans et elle pourra déjà typiquement avoir un métier, commencer à gagner de l'argent en faisant quelque chose, pourra déjà typiquement avoir un métier, commencer à gagner de l'argent en faisant quelque chose qui la passionne. Tout à fait. Voilà, elle a déjà prévu de monter sa micro-entreprise et de débuter à 18 ans. Et puis, mais elle veut quand même faire une école, elle sait ce qu'elle veut faire. Mais voilà, elle veut commencer à apprendre. Et là, c'est vrai que si elle avait été dans un lycée en France, elle n'aurait pas eu le temps, puisque ils partent tôt le matin, ils rentrent tard le soir. Ils sont obligés de suivre un programme finalement qu'ils n'ont pas forcément choisi. Donc là, elle peut commencer déjà à apprendre quelque chose d'utile pour elle, pour son futur professionnel. Ouais, c'est super. D'accord. Donc on a un peu parlé des enfants. Une autre question que je me pose, alors c'est peut-être pas la première qui revient quand on pense justement à partir en tant que nomade digital en famille, mais c'est la vie de couple au milieu de ça. Est-ce que justement en ayant tout le temps les enfants à la maison, est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous? Est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous? Comment vous arrivez à vous organiser un petit peu pour garder justement votre vie de couple? Alors nous, on loue souvent des appartements ou des maisons assez grandes, on va dire, avec au moins 2 ou 3 chambres. Donc c'est pas comme on connaît des familles qui sont en camping-car, par exemple, donc où c'est peut-être plus restreint. C'est vrai que c'est pas évident d'être tout le temps avec les enfants. Mais du coup là, on a quand même notre petit coin tranquille. Et puis Sarah, notre aînée, a 16 ans, donc de temps en temps, elle peut garder son frère et sa sœur. Et nous, on sort. Là, ça nous est arrivé dernièrement de se faire un petit resto à 2. Alors on va pas loin, hein, c'était en bas de l'immeuble, donc on est vraiment pas loin. Mais voilà, maintenant, voilà, notre fils est à 4 ans, donc voilà, il est un peu plus facile à gérer. Donc ça lui arrive de temps en temps de les garder. Eux, ils sont contents. Ils font une soirée tranquille entre eux. Et puis nous, ça nous permet, voilà, je fais assez de moments quand même. On arrive quand même à avoir des moments tranquilles. Mais le fait d'avoir les enfants tout le temps, c'est vrai qu'on se dit, on aimerait bien de temps en temps avoir les grands-parents à côté pour les envoyer une petite journée, souffler un petit peu. Et même eux sont aussi tout le temps avec nous, donc c'est pas évident. Alors des fois, on essaie de sortir chacun avec un enfant, ou voilà, se séparer un petit peu dans la journée pour se retrouver après et avoir quelque chose à se raconter. D'accord. Est-ce que tu pourrais me partager le plus gros avantage et le plus gros inconvénient que tu trouves dans ta nouvelle vie? Enfin, nouvelle vie depuis plus de 2 ans maintenant. Le gros avantage, c'est qu'on fait de belles rencontres. Voilà, partout où on passe, on essaie de rencontrer du monde. Là, en ce moment, c'est les propriétaires de l'appartement où nous sommes qui sont devenus des amis finalement. Ça fait 2 fois qu'on se voit, 3 fois même. Voilà, puis on a fait des rencontres un petit peu partout, des rencontres de voyageurs français ou de personnes locales. Et c'est toujours à chaque fois un très bon moment. Ensuite, le plus gros inconvénient, c'est peut-être le manque de la famille. Voilà, on se voit pas énormément. Et justement, le fait de bouger tout le temps, quand on commence à se faire des amis à un endroit, faut les quitter. Même si il y a un contact grâce à Internet, mais bon, c'est plus pareil. Donc c'est peut-être, je dirais, le manque de vie sociale. Voilà, quand on rencontre du monde en arrivant, on est tout content, mais après, voilà, quand il faut partir, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile, ouais. D'accord. Mais on sait qu'après, on va rencontrer d'autres personnes encore. Donc, pour l'instant, ça va, on gère bien.
D'accord. Et comment tu vois ta vie avec ta famille dans 5 ans, 10 ans? Est-ce que tu vois ta vie avec ta famille dans 5 ans, 10 ans? Est-ce que tu te projettes ou pour l'instant c'est un petit peu au jour le jour, au mois le mois, on verra un petit peu ce qui arrive? Alors, nous, on a tendance à avoir au jour le jour, en fait, plutôt au mois le mois. Donc, on ne fait pas de grands projets, mais voilà, on sait que depuis quelque temps, les filles ont envie peut-être un peu plus de se poser. Donc on pense toujours rester à l'étranger, mais peut-être se poser un peu plus longtemps, en fait, dans chaque pays. Voilà, mon mari aimerait aussi reprendre le travail, donc il est en train de chercher voilà, un poste de chef d'équipe dans le bâtiment à l'étranger ou il a travaillé aussi dans la restauration, donc je pense que voilà, il peut trouver un petit peu partout. Et voilà, peut-être se poser un petit peu plus longtemps pour que surtout les grandes puissent faire des rencontres de jeunes de leur âge. La même chose qui arrivait pour moi au début, on veut vraiment faire beaucoup de choses, découvrir beaucoup de Mmh. choses, et peu à peu on se rend compte que au final, on n'en profite pas vraiment spécialement en bougeant beaucoup, on n'est pas très productif non plus, et souvent les inconvénients dépassent un petit peu les avantages et on commence à ralentir. Moi, je commence à faire des voyages de 1 mois, 3 mois, et à se dire même pourquoi pas rester, pourquoi pas l'année prochaine 6 mois quelque part et faire vraiment une période été, une période hiver pour toujours avoir du soleil. Mmh. Voilà. On ralentit toujours, mais toujours avec cette possibilité de partir sur un coup de tête, de garder toujours ce côté de liberté, quoi. Oui, voilà, on s'installerait pas en tant qu'expat en fait, mais rester, enfin, dans les endroits où on pourrait, voilà, rester peut-être 6 mois, tout à fait, 6 mois, 10 mois au même endroit, à voir, parce qu'on voilà, on change tout le temps d'avis, donc. Mais voilà, ça serait l'objectif en tout cas pour pendant l'adolescence des filles. D'accord. Et ton mari, lui, il est pas du tout intéressé pour travailler en ligne? Alors non, parce que lui, il touche jamais à l'ordinateur, Ouais. quasiment. Donc voilà, il a une page Facebook, il n'y va jamais. Donc voilà, c'est pas du tout son truc. Il avait essayé, mais voilà, c'est pas. Lui, il est beaucoup plus travail physique, manuel. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai Donc quand là, c'était un petit peu l'inconvénient. Voilà, quand un couple travaille quand tous les deux travaillent sur Internet, c'est peut-être un peu plus facile. Mais bon, là, pour l'instant, ça nous a arrangé comme ça, parce qu'il y avait le petit à gérer aussi. J'avais beaucoup de travail aussi l'année dernière par rapport à cette année. Donc ça nous a pas mal servi, voilà, au début. D'accord. On va revenir un petit peu à ce que tu fais à ton travail. Donc, tu es rédactrice web. J'ai déjà interviewé 2 autres personnes qui étaient rédactrices web. Donc, les gens qui écoutent ce podcast connaissent un petit peu ce métier maintenant. Mais que rédactrice, tu fais aussi les formations, tu formes aussi des personnes. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, je t'ai connu sur Instagram. J'aurais bien aimé qu'on travaille ensemble. J'aurais bien aimé. Je voulais te Oui. faire travailler, mais ça n'a pas pu se faire à cause des problèmes de délai. Si on peut te contacter, on mettra toutes les informations si quelqu'un a besoin d'un rédacteur web, mais c'est surtout le côté formation qui peut peut-être intéresser les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient utiliser le biais de la rédaction web pour devenir nomade digital aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver tes cours et comment ça se passe en quelque sorte? Alors oui, en effet, alors, j'ai créé la fondation, elle a ouvert les portes en juin l'année dernière. Et en fait, c'est parce que je recevais pas mal de messages privés de personnes qui me suivaient sur Ma Tribu en Vadrouille, qui est notre blog voyage, où je raconte plus notre vie de famille nomade. Et donc, pas mal de personnes me contactaient en privé pour savoir comment devenir rédacteur web et comment se former web et comment se former. Donc, moi, j'avais commencé en autodidacte et justement, je n'avais pas trouvé de formation assez complète avec un tarif pas trop haut non plus. Et je voulais faire une formation en ligne aussi à l'époque. Bon, bref, je n'avais pas trouvé. Et à force de recevoir des messages comme ça, je me suis dit, bah, tiens, je vais créer ma formation parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui veulent devenir nomades digital aussi. Donc, j'ai passé un an, pratiquement un an à la construire. Et donc, depuis l'année dernière, effectivement, depuis oui, le mois de juin, ça y est, c'est lancé et on peut la retrouver sur le site formationredacteurweb.com. Et voilà. Et donc, je propose plusieurs programmes, notamment la formation complète, c'est-à-dire qu'avec par des bases, qu'est-ce que la rédaction web, les avantages, les inconvénients, voilà, les différences de lecture, parce qu'on ne lit pas pareil un texte sur le web, sur un écran, que sur papier.
voilà, jusqu'aux techniques de rédaction, le référencement naturel. Bien sûr, on ne lit pas pareil un texte sur le web, sur un écran, que sur papier. Voilà, jusqu'aux techniques de rédaction, le référencement naturel, bien sûr. Et comment créer sa micro-entreprise, comment devenir digital nomade aussi. J'ai toute une leçon là-dessus. Et où trouver ses clients, comment faire des devis, des factures, enfin, vraiment de A à Z, formation vraiment complète avec des exercices, des quiz. Voilà, les exercices, c'est moi qui les corrige personnellement, donc c'est pour ça que je fais de moins en moins de rédaction en fait, voilà, parce que j'ai de plus en plus d'élèves, donc je prends vraiment du temps pour les accompagner personnellement, chacune, parce que j'ai que des femmes pour l'instant. Donc voilà, je leur donne des exercices de rédaction à faire, je les corrige et je les accompagne en privé, en plus des leçons. D'accord, c'est super. C'est vraiment très intéressant parce que je pense que la plupart des formations rédacteurs web qu'on peut trouver sur le web, on va t'apprendre à rédiger. Il va y avoir aussi la partie référencement organique. Mais une fois que tu as la compétence, tu sais pas forcément comment la vendre. Et toi, tu abordes aussi cette partie-là, comment trouver des clients. Et je pense que c'est la base parce que la compétence, ça s'apprend, il n'y a aucun souci. Mais si tu sais pas te vendre derrière, tu trouveras pas de clients. Donc ça, c'est vraiment un super point. C'est ça, oui. Puis je donne pas mal de listes aussi d'adresses personnelles et comment faire sa prospection, comment débuter rapidement en fait, à gagner rapidement sa vie. Même si je préviens toujours mes élèves que les premiers mois, ils vont pas gagner leur vie tout de suite. Hein. Faut laisser quand même un peu de temps. C'est pas magique. Voilà, il faut le temps de se faire connaître. Mais après, les clients sont très fidèles quand même et le bouche à oreille fait vite son œuvre. Et voilà, et ce que je voulais, moi, j'ai mis du temps. En fait à gagner ma vie. J'ai mis du temps à démarrer parce que voilà, je me suis formée toute seule et je n'avais pas les bons outils pour démarrer vite. Et là, je commence à avoir des élèves qui ont terminé parce que chacun peut aller à son rythme en fait. Donc il y en a qui finissent la formation en 1 mois ou 2. Ça, c'est les plus rapides. Et sinon, en 6 mois, 8 mois, voilà, ils ont accès pendant 1 an à la plateforme, en fait. Donc, ils ont 1 an pour se former entièrement, mais il y en a qui finissent bien avant. Et je vois celles qui ont terminé, qui se sont lancées, voilà, les premiers mois, la plupart, la majorité même, gagnent beaucoup plus que ce que je gagnais, moi, quand j'ai démarré. Ouais, c'est vraiment le fait d'investir sur soi, c'est quelque chose que je prône vraiment énormément, de se former, de se coacher, d'apprendre auprès de ceux qui ont déjà réussi en fait, parce que c'est vraiment un raccourci. Le temps c'est de l'argent, l'argent c'est de la liberté, donc il faut vraiment aller vers ceux qui savent, ceux qui ont déjà fait pour vraiment aller beaucoup plus vite. C'est ce que je fais. Moi, je me forme au quotidien aussi. Donc, je conseille vraiment tous ceux qui veulent devenir rédacteur web. Si vous voulez percer dans quelque chose, il faut vraiment se former. C'est presque obligatoire, quoi. Donc, de toute façon, je mettrai tous les liens de ta formation pour ceux qui sont intéressés, de ton blog où tu partages un petit peu Matriculé en vadrouille. Pour ceux qui veulent te suivre, avoir des conseils, j'imagine, qui peuvent aussi te contacter. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager, une anecdote rigolote, triste, où tu as eu une peur, je sais pas. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Au final, on n'est pas si aventurier que ça parce que Non. c'est assez. En Malaisie, là, au mois de janvier, on a tenté le Workaway en famille. Donc, Ouais. le Workaway, c'est une plateforme où c'est 6 villages de 600 habitants, je crois, au fin fond de la campagne malaisienne. Donc, c'était vraiment typique. Et dans une très gentille famille malaisienne qui nous a accueillis pendant 10 jours. Voilà, on a rencontré des locaux, des Français, un Suisse, pardon. Il y avait un travailleur suisse qui parlait français, donc mes enfants donc, se sont accaparés. Un jour, la personne qui nous accueillait, la famille qui nous accueillait, a emmené, parce qu'ils amenaient souvent Inès et Naël, mais de plus jeunes, en moto, faire un petit tour de moto dans le village. Donc les enfants étaient ravis. Et un jour, je le vois revenir en catastrophe. En fait, ma fille s'était brûlée la cheville en descendant de la moto. Sur le pot d'échappement. Voilà, donc ça a été... Oui, voilà, en descendant, elle n'a pas fait attention. Donc, elle a été un peu traumatisée de la moto, mais elle est remontée par la suite. Donc, voilà, ça a été vraiment la seule galère qui nous est arrivée depuis 2 ans. Donc, voilà, ça a été vraiment la seule galère qui nous est arrivée depuis 2 ans.
Et le seul mot, parce que les enfants ne sont jamais malades, pour l'instant, je touche du bois, on n'a jamais été malade. Ça a été un peu la seule petite galère, mais bon, on a soigné, ça reste un petit souvenir. Alors aujourd'hui, 4 mois après, elle a la trace, et puis quand elle voit sa cicatrice, etc., ça me rappelle quand on était chez Zaki, là, dans la famille, en Malaisie, et je m'en rappellerai toujours comme ça. D'accord. Voilà. Et justement, comment ça se passe un petit peu le côté médecin? Je pense que c'est quelque chose. Alors, c'est vrai que j'ai pas pensé à te poser les questions parce que c'est pareil, je suis jamais malade et bon, si c'est des petites maladies, des petits trucs, ça passe assez rapidement. Mais quand tu as des enfants, c'est un point qui peut être très 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 inquiétant. Le sujet de la santé, comment vous gérez ça? Les hôpitaux en Asie sont pas forcément au niveau malheureusement de ce qu'on peut en avoir en France. Comment vous gérez ce point-là, avoir en France? Comment vous gérez ce point-là justement? Bon, alors justement, pour l'instant, on n'a jamais eu besoin, je touche du bois encore, de s'en servir. Mais alors, tant qu'on était en Europe du Sud, on avait nos cartes européennes de sécurité sociale. On avait pris que ça. Mais là, depuis notre arrivée en Asie, en fait, on a pris une assurance santé. C'est une assurance pour tour du mondiste à la base, mais adaptée pour les familles. Donc, on paye 150 € par mois. Donc pour l'instant, on n'a jamais eu à s'en servir, mais c'est quand même une sécurité si jamais, il y a un souci, s'il y avait besoin de voir un médecin ou une hospitalisation ou si on devait être rapatrié d'urgence. En fait, voilà, c'est une assurance qui prend tout ça en charge. D'accord. Donc un peu comme une mutuelle, on paye tous les mois et si jamais on a besoin, on n'aura pas besoin d'avancer les frais et on sera pris en charge. On a besoin de tester. On touche du bois. Voilà. Et donc, c'est 150 € par famille, c'est par rapport au nombre d'enfants, aux membres de la famille, comment ça fonctionne? Là, c'est 150 € pour nous 5. Voilà, parce que pour les enfants de moins de 18 ans, c'est vraiment pas cher. Mais après, c'est un devis à faire en ligne, en fait. Donc, on est chez AVI, l'assurance AVI, Marco Polo. Donc, Marco Polo, normalement, c'est plus pour Tour du Monde, mais ils nous ont dit que pour les nomades, ça allait. Et voilà. Et pour nous, ça a fait ce tarif-là. Je sais pas si après, on peut faire le devis en ligne et voir en fonction. D'accord, à voir, mais oui, c'est un point vraiment très très important. Alors c'est vrai que comme moi, j'ai pas d'enfant, il y a peut-être des problématiques que j'oublie. D'ailleurs, j'avais posé quelques questions à Stéphanie qui me suit sur Instagram et qui était très intéressée par le sujet. Je remercie au passage Stéphanie qui m'a posé quelques questions à te poser en retour. Une petite question un peu personnelle pour comprendre un petit peu ton état d'esprit. Imagine-toi dans 30 ans, qu'est-ce qui te ferait dire, OK, j'ai réussi ma vie, j'ai accompli ce que je voulais faire. Le fait d'avoir suivi mes envies, surtout. Là, je fais un métier que j'adore, surtout accompagner les personnes à réaliser eux-mêmes leurs rêves. Donc, si dans 30 ans, si je vois que j'ai continué dans ce sens-là, à suivre mes instincts, mes envies, et aussi à respecter les envies de mes enfants, voilà, que ça soit, voilà. Je pense que mon mari est d'accord aussi, il dirait la même chose. Voilà, ça serait ça en fait. Voilà, avoir osé, parce que le départ était pas facile. Je pense que le plus dur, c'est de se lancer en fait, Ouais. parce qu'on a l'idée, on a le déclic, mais ça en fait, voilà, avoir osé, parce que le départ était pas facile. Je pense que le plus dur, c'est de se lancer en fait. Ouais. Parce qu'on a l'idée, on a le déclic, mais la veille du départ, quand on voit ses meubles partir, sa maison se vendre, on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et puis finalement, voilà, si dans 30 ans, je vois que j'ai toujours suivi mes instincts. C'est comme réponse. Est-ce que tu peux nous refaire un petit récap? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, ton site, ta page Instagram, ta formation. Alors, pour le blog, c'est ma tribu en vadrouille. Donc, il y a un site internet. Je suis aussi sur Facebook et Instagram. Alors, j'ai une chaîne YouTube où je mets quelques vidéos. Elle n'est pas très, très développée parce que c'est pas, voilà, je fais plus d'articles que de vidéos. Ma formation, formationrédacteurweb.com. Là aussi, j'ai une page Facebook, un groupe aussi très actif sur Facebook et depuis peu Instagram. Je développe petit à petit.
Ok, bah parfait. Merci beaucoup Valérie, c'était vraiment très très intéressant et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde qui me disent ah c'est super ton mode de vie, profite bien. Moi j'ai des enfants, je peux pas. Et Mm. bah si on peut, et Ah, t'en as la preuve et ça me fait très très plaisir parce que ça me rassure aussi pour mon futur. Donc tout à fait. merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience. Pas de rien. Merci à toi de m'avoir invité. Voilà. Merci pour ce podcast. Mon premier. Avec plaisir. Un grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Tu retrouveras dans la description tous les liens que nous avons abordés dans la discussion. Et n'hésite pas à interagir avec le podcast, à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, à mettre 5 étoiles selon la plateforme où tu l'as écouté. Ça va vraiment m'aider à diffuser ce podcast au plus grand nombre. Et n'hésite pas à t'abonner vraiment si tu veux écouter à nouveau les prochains podcasts où j'interviewerai des nomades digitaux, aussi des grands voyageurs. Pour ma part, tu peux me retrouver sur Instagram principalement à entrepreneur-nomade ou sur mon site entrepreneurnomade.com. Tu peux télécharger aussi dans la description mon e-book gratuit Libre te